Histoire de CM. Tous les 15 jours, AgoraPulse, en partenariat avec J'ai un pote dans la com, part à la rencontre des meilleurs community managers de France. Je suis Ambroise et aujourd'hui je reçois Lynn Prabono, Social Media Influence Manager de Cultura. Bonjour Eline. Bonjour Ambroise. Cultura a su s'imposer comme un acteur majeur du secteur de la distribution de biens et de loisirs culturels et créatifs en France. Qu'est-ce qui fait la spécificité de Cultura aujourd'hui? On sait qu'il y a pas mal d'autres anciennes, donc comment vous tirez votre épingle du jeu? Au-delà de notre offre de produits qui est absolument gigantesque, il y a vraiment un but premier chez Cultura, c'est vraiment de faire vivre et aimer la culture. Notre but, c'est que vraiment chaque personne qui va entrer dans un magasin ou qui va arriver sur le site, il puisse vraiment se réaliser sans complexe, sans se poser de questions métaphysiques, à travers la pratique culturelle et artistique, quelle qu'elle soit, quel que soit son âge, quel que soit son niveau. Et dans ça s'imbrique aussi l'accès à la culture pour tous. C'est vraiment hyper important pour notre marque. Et quand même, on va quand même parler un peu de l'offre produit. Moi, je me suis toujours dit, Cultura, c'est un peu le Ikea de la culture. C'est combien de fois on rentre dans un Cultura en se disant, il me faut ce bouquin. Et en fait, on en ressort, on a 14 bouquins qui n'ont rien à voir, un ukulélé, on est passé devant un kit de broderie, on s'est dit « Ah, mais en fait, j'ai envie de le faire, donc go !» Et on ressort de là, on s'est dit « Bon, j'y viens d'y passer 4 heures et j'ai tout acheté sauf ce que je voulais à la base. » Ouais, donc il y a cet aspect de découverte, parce que ça pourrait être même paralysant de se dire tellement de choses pour après en parler sur les réseaux sociaux, comment je trouve le centre d'intérêt, comment je développe un sujet. Je suppose que ça peut être même une problématique. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'ennuie pas du tout et qu'on n'est jamais à court de sujets à relayer, ça, c'est sûr. J'imagine. Alors là, justement, j'ai un peu devancé notre sujet qui est évidemment le sujet central, les réseaux sociaux. Comment vous les utilisez, les réseaux sociaux? Toi, au niveau de ta direction, on te dit que les réseaux sociaux, ça sert à quoi? Parce que vous avez aussi un site web, on va en parler tout à l'heure. Vous avez certainement des brochures. Enfin, je veux dire, il y a le print, il y a le web, il y a tout ce qu'il faut. On est partout. Les réseaux sociaux, eux, précisément, ils servent à quoi? Alors, bien sûr, à aller transformer. Évidemment, on n'oublie pas qu'on est un commerce, qu'on est une marque retail, donc objectif mercantile, donc bien sûr d'amener des visites sur le site, aussi en magasin, évidemment par le biais de faire grandir la notoriété, la présence à l'esprit. Bon, rien de très original par rapport à mes collègues, j'imagine, mais c'est vraiment ça. Pas tant. Il y en a beaucoup pour qui les réseaux sociaux restent vraiment sur l'aspect notoriété, sur lequel on va pas trop se frotter à des choses très mercantiles, quand tu me dis. Donc si, c'est intéressant de voir que vous avez cette culture-là. Alors il y a toujours le choix des réseaux sociaux qui se pose à un moment ou à un autre. Il y a ceux qui sont là historiquement, donc on fait avec, et souvent ils donnent encore de très bons résultats, notamment ce qu'on appelle les généralistes, les Facebook, les Twitter. Et puis il y a les petits nouveaux, et puis il y a des tendances qui se dessinent. Comment vous faites pour choisir les réseaux sociaux sur lesquels vous allez être et investir du temps, de l'argent, de l'énergie? Alors c'est très simple, on décide quand on a les moyens. Donc comme tu disais, il y a les généralistes Facebook, Twitter, on y est depuis 2014, je crois. Ouais, donc sur les depuis débuts, très longtemps, vraiment les débuts. Et ensuite Instagram, on a démarré quand je suis arrivée chez Cultura, donc en 2017. Parce que en fait, on avait enfin la capacité, comme on était plusieurs, de pouvoir avoir le temps de faire les choses correctement. Ça a été pareil typiquement pour TikTok. Nous, ça fait moins d'1 an qu'on est sur TikTok. On nous demandait mais quand est-ce que vous allez arriver? Et en fait, on ne le faisait pas parce qu'on n'avait pas les moyens, mais que ce soit humain comme budgétairement parlant aussi. Parce qu'en fait, moi, je pars du principe d'être sur un réseau pour être sur un réseau. Ça sert à rien et c'est même nuire un peu à l'image de marque. Donc c'est vraiment, on y va quand on a moyen de développer du contenu régulièrement et de qualité. Ouais, pas de présence photomatique, pas de duplicate contenu. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de particulier. Aller sur un réseau et même avec du contenu pendant 2 mois, puis après le laisser inactif, non. No way. Donc voilà, pareil, par exemple, Pinterest, pendant très longtemps, ça a été le réseau de notre communauté créative qui s'appelle Cultura Créa. Et il y a maintenant 3 ans, il me semble, on a décidé que ça serait le réseau Cultura en entier, pour autant parler sur le créatif que sur les autres sujets propres à Pinterest et qui sont de plus en plus demandés.
Donc voilà, et donc chaque année on investit de plus en plus parce qu'on trouve plus de temps, on trouve plus de moyens. Et c'est ça qui est génial en fait. C'est vraiment une fois de pouvoir se dire ok, je peux démarrer, et là on peut lancer toute une stratégie, c'est top. Avec ce retour d'expérience que tu as justement des différentes plateformes, des différents réseaux sociaux, est-ce que tu arrives à les distinguer les uns des autres par rapport à ce qu'ils peuvent vous offrir en termes de performance? Je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, mais sur certains sujets, sur certains objectifs, peut-être que vous savez qu'il faut plutôt aller sur l'un plus que l'autre. Complètement. Déjà parce qu'on a des cibles complètement différentes. Enfin, on va dire même des abonnés complètement différents par rapport au réseau. On a Facebook où, bon, bah, on le sait très bien, une audience plutôt vieillissante comparée aux années 2015-2017. Donc, en fait, on a adapté vraiment notre prise de parole. Sur Twitter, par exemple, on a laissé tomber le côté justement promotionnel, mercantile, parce qu'on s'est rendu compte que, on le savait très bien pourtant à l'usage personnel qu'avant de partir de la plateforme pour cliquer sur un lien, il faut vraiment qu'il y en ait derrière. Mais on se dit toujours, on a le réflexe de le faire. Et en fait, on a vraiment décidé de réduire la voilure de ce côté-là et de garder juste la conversation, la descente d'informations, les réponses aux clients, parce qu'on a vraiment des abonnés sur Twitter, par exemple, qui ne sont pas abonnés à nous ailleurs. Et on a quand même gardé quelques relais promotionnels par rapport, par exemple, au gaming ou à la musique, quand les artistes sont très présents sur la plateforme, parce que ça fait vraiment la différence. Certains réseaux vont mieux fonctionner que d'autres, mais tout dépend surtout de l'investissement qu'on y met, je trouve. Forcément, on va avoir une différence de performance sur, je vais vous dire, par exemple, entre Facebook et Pinterest, mais parce qu'on n'a pas du tout les mêmes moyens alloués à Facebook et Pinterest. J'aimerais bien qu'on aille un peu plus loin justement sur l'aspect des chiffres et sur cette culture que tu as dit qui était la culture quand même mercantile. Il y a évidemment une pratique qu'on appelle le social selling qui irait très bien dans cette lignée-là. Est-ce que justement vous en avez un usage, une stratégie vraiment de social selling chez Cultura ? Alors, par exemple, on utilise le trade marketing chez nous depuis peu de temps. Ça fait peut-être 2 ans véritablement qu'on l'a professionnalisé en interne. Donc, ça concerne autant les réseaux sociaux que nos newsletters ou autres canaux de communication. C'est-à-dire qu'on fait financer par les fournisseurs, par les marques qu'on distribue, leur place sur nos réseaux sociaux. Donc c'est toute une organisation, tout un planning, parce que forcément on peut pas mettre un nombre de posts illimité, que ce soit pour tous nos fournisseurs, ça serait compliqué. Donc on a établi tout un budget. Les fournisseurs qui peuvent le financer, donc on leur prévoit un plan de communication global. Avec tel budget, on peut faire, je veux dire un exemple, sur l'année, 4 posts Facebook, un Insta. Vous donnez une régie publicitaire. Exactement. En fait, voilà, on met des briques. Alors le plus simple, c'est quand même quand on a les produits, quand on sait quels produits ils veulent mettre en avant. C'est rarement le cas, on le sait un peu après, donc on est toujours agile, on est toujours obligé un peu de modifier parce qu'on a pu leur mettre un plan de ce qui était possible. Après, selon leurs produits, on doit nous revenir ensuite vers eux en expliquant que là, vous vouliez un post Instagram, mais pour, je dis encore une bêtise, 3 cartouches d'encre, ça va être un peu compliqué. Bien sûr. Donc évidemment, on le fait pas avec des cartouches d'encre. Donc c'est une nouvelle manière, un peu de la tête de gondole, mais version réseaux sociaux. C'est une pratique assez répandue justement dans ce secteur-là ou J'ai l'impression que ça l'est de plus en plus. Et en fait, donc ça demande beaucoup de logistique, surtout beaucoup de pédagogie. Finalement, parce que c'est aussi de la pédagogie avec nos marques qu'on distribue, mais aussi avec nos équipes en interne. Donc c'est super parce qu'on fait rayonner le métier de cette façon aussi, et les gens permettent en plus de se rendre compte de ce que ça signifie de poster sur les réseaux sociaux, parce que on a beau être en 2022, il y a encore beaucoup de mythes à déconstruire sur le métier. Et non, c'est hyper intéressant. Et même si ça prend beaucoup d'heures, mais ça nous permet aussi très facilement en fait de dégager de la marge. De la marge, et ça crée une valeur directe en interne, même pour ta hiérarchie, en disant si on développe notre communauté, peut-être qu'on pourra vendre encore plus cher nos posts sponsorisés avec les marques. Donc, exactement. Pour toi, ça peut que aller dans le bon sens, en quelque sorte. Alors, évidemment, on approche de la fin de l'année, donc il y a de nombreux temps forts qui arrivent, Noël, Black Friday, Cyber Monday. Comment vous gérez ces moments-là en tant que retailer? Vous aussi, je suppose que vous avez des choses bien mises en place. Comment on appelle ça? Un marronnier, c'est ça? Exactement, oui, le marronnier. Ouais. Vous utilisez
ce genre de process, je suppose? Alors oui, l'exception que pour le Black Friday et le Cyber Monday, Cultura ne prend pas la parole dessus. On ne le traite pas parce qu'on suit une stratégie de développement durable qui nous sensibilise sur la communication et la consommation responsable. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, notre DPEF, donc déclaration de performance extra-financière, est disponible publiquement sur notre site. Bon, par contre, bien sûr, Noël, ça, on le traite. C'est vraiment notre plus grand temps fort avec la rentrée scolaire, donc qui est imminente. Noël, c'est du côté social media, c'est préparé dès le mois d'août. On est d'accord que du côté de l'offre, ils sont déjà sur 2023. J'exagère à peine. Mais là, au moment où on se parle, par exemple, j'ai quand même déjà commencé à avoir connaissance des collections, des projets créatifs qu'on va devoir mettre en avant. Et par exemple, j'ai déjà une créatrice de contenu pâtissière qui est en train de plancher sur quelques tutos pour Noël et Halloween. Un peu de transparence. Nous sommes en train d'enregistrer au mois de juillet. On a pris un peu d'avance. Donc ça mettra comme ça aussi en perspective. Il faut bien comprendre qu'en effet, en juillet, vous commencez déjà à traiter Tout à Noël. fait. Parce que c'est vraiment une période très intense. Et on n'a pas le temps, en fait, pour même aller plus dans la transparence, nos plannings pour Noël sont bouclés littéralement mi-octobre. Alors, il y a toujours des changements de dernière minute, des ajouts, etc. Mais nos plannings sont bouclés à partir de la mi-octobre. D'accord. Donc, je reviens quand même sur le fait qu'on est en juillet. Ça veut dire que quand tu choisis tes maillots de bain, en même temps, tu penses à la neige et au Père Noël. C'est terrible. Il y a un mélange des genres qui doit être incroyable. C'est terrible. C'est-à-dire que parfois, on est sur la rentrée des classes, qui est vraiment une période aussi intense. Et on a des réunions de 3 heures intitulées Brainstorming Noël. Il faut pouvoir rentrer dedans. C'est un peu compliqué quand les oiseaux chantent derrière. C'est complexe. S'imaginer, faut se projeter. Exactement. Comment ça se passe d'ailleurs au sein de l'équipe? Comment vous êtes organisé pour gérer ces sujets de réseaux sociaux? On parlait en off tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait une équipe de 4 personnes, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Alors ça fait depuis pas si longtemps que ça qu'on est 4. C'est un plaisir de voir l'équipe social media se développer au fil des années. Et ça fait extrêmement de bien, on va pas se mentir, d'être plusieurs. Je pense que dans les CM qui nous écouteront, ils ne pourront que être d'accord avec moi. On est une équipe de 4 personnes, donc moi je suis donc social media et influence manager. Je suis accompagnée d'Agathe Philippot qui est community manager senior, qui nous a rejoint il y a 1 an maintenant, et qui m'épaule sur différents aspects stratégiques de la mission, en plus de l'opérationnel qu'elle traite au quotidien. Ensuite, on a 2 community managers en freelance, donc Margot Duchesne et Alexandre Poirier, qui, en plus de l'opérationnel, on va dire, classique du métier de CM, ils ont chacun leur valeur ajoutée, si je peux dire ça comme ça. Par exemple, Margot, elle va s'occuper de tout le soutien de la communication Facebook de nos magasins. Il faut savoir que chaque magasin Cultura a une page Facebook à eux. Et bon, il n'y a pas un community manager par magasin. Et en fait, Margot, son rôle, c'est vraiment d'être là en soutien, de descendre les informations, de les aider à ce que la page Facebook de leur magasin soit au top, à leur donner des bonnes idées. On leur donne des formations 3 à 4 fois dans l'année. Elle anime le réseau, mais pas le réseau social, le réseau tout court. Exact, c'est ça, c'est exactement ça. Et Alexandre, lui, va avoir la patte créative. Ça va être un peu notre graphiste personnel en plus du CM. Voilà, donc on est vraiment une équipe complémentaire. Et chacun apporte sa touche et ses compétences et ça roule vraiment très bien. Donc moi, dans tout ça, je gère toute la partie stratégique et je chapeaute tout l'opérationnel et je gère aussi l'influence. Super, on a une bonne équipe, mais votre équipe, elle dépend aussi certainement beaucoup du contenu, parce qu'on sait tous, on dépend du contenu dans le social media. Comment vous faites pour faire du contenu? Est-ce que vous êtes proche du côté packaging, côté un peu e-commerce où il faut prendre en photo les produits, etc. Est-ce que non, vous voulez même aller un peu plus loin? Comment vous gérez ces contenus? Alors, c'est une énorme gestion, Ambroise. C'est depuis pas si longtemps que ça, on a fait une vraie organisation en interne de Content Factory. C'est un phénomène qu'on voit grandir dans pas mal d'entreprises et pas mal de marques, parce que auparavant, comme beaucoup, chaque équipe faisait son contenu dans son coin, avec parfois des petites synergies, mais c'était rare et ça posait souvent problème ou ça soulevait des questions.
Aujourd'hui, ça a vraiment été mis à plat et chaque équipe de la communication est en synergie et chaque équipe productrice de contenu dont on fait partie travaille vraiment ensemble pour que, en gros, une équipe qui va produire un contenu mais va être valable pour les autres. Donc dans les formats qu'il faut, avec les directions artistiques qu'il faut. Et on a du coup des coordinations ensemble qui permettent d'être au courant des contenus développés. On va revenir un peu sur les chiffres. On va croire que je ne suis passionné que par cela. Mais non, mais c'est vrai que c'est important parce que c'est aussi comme ça qu'on professionnalise, qu'on structure notre présence. Qu'est-ce que vous mesurez, vous, au quotidien pour savoir si ce que vous faites, ce que vous proposez, ça a du sens? Alors, je vais vraiment pas être originale. On mesure surtout, parce que faut savoir, on mesure tout, parce que c'est toujours, il y a toujours à un moment une question où on se dit ça serait bien de savoir exactement ça pour pouvoir orienter telle ligne éditoriale, mais principalement les impressions, les engagements, le taux de clic vers notre site, et c'est vraiment que les principaux, je précise. Et ça, en fait, ça a un peu évolué, parce que par exemple à mes débuts, je suivais vraiment aveuglement, par exemple, les impressions. Parce que aussi, on se dit, waouh, ce post, il a été vu 300 000 fois, c'est un beau chiffre, ça fait rêver. Une petite paillette dans les yeux. Mais en fait, au bout d'un moment, on réalise, on se dit, ah oui, le post a été vu 300 000 fois, mais 50 commentaires, quoi. Il y a peut-être un petit problème dans la matrice. Donc, en gros, maintenant, alors c'est très bien les vues, mais il faut que ça soit en corrélation avec l'engagement, parce que un contenu vu, c'est une chose, mais si personne s'engage avec, c'est qu'il vaut rien, c'est que les gens continuent à scroller et qu'ils s'en fichent complètement. Donc non, c'est hyper important pour nous, et je le mets vraiment, j'insiste toujours auprès de l'équipe de regarder ça. Et aussi, on se parlait de chiffres. La mesure du chiffre d'affaires, aujourd'hui, elle est quand même un peu plus compliquée. Le chiffre d'affaires dégagé par nos posts, avec les mine de rien, la mise à jour d'iOS 14 a quand même bien réduit la part de visibilité de ces chiffres-là. Donc, j'essaye de m'en détacher pour vraiment regarder le taux de clic vers le site. Enfin, cette session-là, qui pour moi peut être limite plus révélatrice qu'un chiffre d'affaires dégagé, mais on est d'accord qu'on le surveille aussi et qu'on est très content quand il y a la hausse. Alors, il y a aussi les autres marques, les concurrents qui sont là. Est-ce que vous les regardez? Est-ce que vous regardez ce qui est fait? Est-ce que vous avez besoin d'avoir une veille concurrentielle pour vous permettre de se dire, tiens, peut-être que nous aussi on doit bouger, ou tiens, ils ont dû regarder nous aussi ce qu'on faisait, cela. Même au-delà de la veille concurrentielle, je fais beaucoup de veille d'inspiration, parce qu'on a des marques aujourd'hui mais on ne peut pas dire qu'on est concurrent parce qu'on ne vend pas du tout les mêmes produits, mais par contre leur création de contenu, leur manière de traiter leurs produits ou leurs services sont hyper intéressantes pour nous, donc on s'en inspire beaucoup. Mais voilà, je suis un peu partie de la vieille école, j'ai du mal à me mettre aux outils. À la mano, en mode artisanal. On termine avec une question, un rituel, celle qui nous projette dans 10 ans. Comment tu te vois faire ce métier et qu'est-ce que tu penses qui aura changé dans ce métier de community manager? Alors tu vois, instinctivement, à cette question, j'ai souvent envie de répondre qu'il n'existera plus. Mais bon, c'est un peu me tirer une balle dans le pied quand même. Non, c'est sûr, ça sera radicalement différent, parce que quand on voit la vitesse à laquelle les usages des gens sur les réseaux changent, forcément le métier change avec. J'aurais du mal à me dire le métier va ressembler à ça. Ce que j'espère, c'est qu'on fera moins de communication promotionnelle finalement, qu'on laissera plus sa place au storytelling, qu'on laissera plus la place à la prise de parole marque ou à la marque employeur par exemple, et vraiment que ça soit un espace où on tisse de vrais liens avec nos communautés et pas que de la promotion de produits. En fait, ça serait génial de plus avoir besoin de faire ça, ou alors vraiment très minime, ou alors vraiment mis dans du storytelling. Ouais, c'est une sorte de confiance en la marque qu'il faut avoir, de se dire si on fait bien les choses et que la relationnel prend, en fait, les gens sont pas idiots, ils savent ce que l'on fait, ce que l'on vend, et ils peuvent aller ensuite rechercher. Mais ça, faut avoir une certaine, à la fois maturité, je pense, et oui, ne pas avoir peur d'un certain lâcher prise. C'est ça. C'est pas évident. Puis, je pense qu'aujourd'hui, on aime repérer les nouveaux produits sur les réseaux, on aime encore acheter via ça, donc ça pour moi c'est une vision dans très longtemps, on se dit un peu moins de pub, ça serait pas mal. Carrément. Merci Eline d'avoir partagé ce moment avec nous chez Agorapulse. On se retrouve bientôt. On continuera à suivre évidemment ce que vous faites chez Cultura. Peut-être que tu vas nous livrer quelques secrets pour Noël, comme ça on sera en avance. Qu'est-ce qu'on verra comme post à Noël. Merci encore, à bientôt. Merci à toi Ambraz, à bientôt.
Poursuivez l'écoute d'Histoire de CM, le podcast d'Agora Pulse, en partenariat avec J'ai un pote dans la com, et découvrez la voix des meilleurs community managers de France. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à en parler autour de vous et à nous le faire savoir sur Facebook, Instagram, Twitter, Discord et vos applis de podcast préférés. À bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire de CM.